Bonjour et bienvenue sur Gameplay pour cette nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci nous allons parler d'Aqua-Blue. Alors qu'est-ce qu'Aqua-Blue? Aquablue, c'est un jeu de rôle de science-fiction édité par Studio Dead Crow après une campagne de financement réussie et que l'on trouve aujourd'hui en boutique, en vente. On trouve le livre de base que nous allons voir, un écran et différents petits accessoires. Alors qu'est-ce qu'Aqua-Blue exactement? Aquablue, c'est un univers de science-fiction qui est né en 1988 de l'imaginaire de Thierry Kaito et du crayon de Olivier Vatine. Ça nous transporte dans un univers de science-fiction, une sorte de planète opéra sur Aquablue, une planète qui est complètement recouverte d'eau, en grande partie recouverte d'eau. Il y a quelques terres émergées et c'est sur cette planète que tentent de cohabiter tant bien que mal autochtones et colons terriens. Cette bande dessinée a eu immédiatement un grand succès. Il est sorti un grand nombre de tomes. La bande dessinée a fait son chemin. Et depuis, il y a eu pas mal de changements. C'est-à-dire, le premier changement qui s'est opéré depuis 1988, date de la création de la bande dessinée, c'est 10 ans plus tard, avec le départ d'Olivier Vatine et le remplacement par Tota, qui a complètement changé la ligne graphique de la bande dessinée en faisant une bande dessinée plus moderne, plus rythmée, plus nerveuse, etc. Depuis, ça a encore changé en 2011, les studios Delcourt ont voulu relancer la BD et ont proposé à Reynaud, le dessinateur, et au tiers, le scénariste, de reprendre le flambeau. Depuis, la BD a repris son existence. Il est sorti quelques tomes depuis, un est en préparation d'ailleurs, je crois. Et c'est d'ailleurs Reynaud qui a participé au dessin de ce jeu de rôle. Alors, nous allons découvrir le livre de base, voir un peu de quoi il en retourne, comment les auteurs sous l'égide de Batro, des studios Delcourt, ont réussi à transposer cet univers où les enjeux écologiques, colonialistes, etc. sont omniprésents. D'ailleurs, cette bande dessinée est un peu avant-gardiste parce qu'en 1988, on ne parlait pas encore beaucoup de ce genre de problème et de ce genre de débat. C'est un univers qui évoque un petit peu celui d'Avatar. Vous allez voir rapidement si vous ne connaissez pas la BD. D'ailleurs, à l'époque de la sortie du premier volet d'Avatar, il y avait eu quelques petites discussion à ce sujet, en se demandant si James Cameron ne s'était pas inspiré de la bande dessinée pour créer son univers. Bon, c'était pour la petite histoire. Nous allons de suite passer aux choses sérieuses et jeter un petit coup d'œil au livre de base d'Aqua-Blue. Alors voilà, on se retrouve devant le Aquablue, le jeu d'aventure. Alors sur une couverture de Reynaud évidemment, qui est, comme je vous l'avais précisé dans la présentation, le dessinateur des derniers tomes de la BD. Voilà. Alors, de quoi il en retourne? Alors, nous allons... Rakanga, c'est un cri des mèmes. Les mèmes sont les autochtones. Nous allons les découvrir, si vous ne le savez pas déjà. Alors, les objectifs de Studio Dead Crow étaient à la base de proposer un jeu de rôle qui était destiné aux amateurs de la bande dessinée, mais pas forcément des rôlistes. Alors nous allons voir le système, la mécanique qu'ils ont choisi d'introduire pour motoriser ce jeu, qui est un moteur des plus simples. Voilà, une présentation, le jeu de rôle c'est quoi? Les règles en quelques mots, comment utiliser le guide, bon rien. Alors une petite présentation des différents tomes qui sont apparus, qui font tous les 16 tomes, plus le 17 qui est à apparaître. Alors, il situe le jeu dans l'univers Aquablue. C'est-à-dire que le jeu de rôle, vous pouvez jouer dans d'autres périodes, mais il y a quelques petites modifications à effectuer, ou alors il faut connaître bien l'univers. Se situe entre le tome 12 et le tome 13, c'est-à-dire durant la colonisation. C'est là où les enjeux sont les plus grands, c'est là où il y a les aventures les possibilités d'aventures les plus multiples. Donc il y a quelques exemples d'intrigues. La Fondation, un groupe de la Fondation. Alors la Fondation, c'est un organisme qui est chargé de protéger Aquablue et de faire en sorte que la colonisation se fasse de la manière la plus douce possible et la plus respectueuse possible de l'environnement
et des coutumes des autochtones. Voilà, alors vous voyez qu'il y a une tonne et tonne de possibilités d'intrigue. Là, il y a beaucoup d'accroches. Voilà. Alors, c'est toujours à l'intérieur, il y a des extraits de la bande dessinée, voilà, qui vont replonger l'amoureux de cette bande dessinée absolument géniale dans l'univers, mais aussi donner un petit aperçu à ceux qui ne connaîtraient pas Aquablue, voilà, à ceux qui les attendent. Voilà. Alors là, pour l'instant, on est dans une partie qui est tout à fait approchable pour les meneurs de jeu et les joueurs. Hein. Évidemment, il n'y a rien de secret pour l'instant. Voilà, un glossaire indispensable, hein, parce que l'univers possède ses propres codes et ses propres termes. Voilà. Un petit peu de BD. Alors, le système de jeu. À la lecture, je me suis rendu compte que les éditeurs d'Escroc avaient parfaitement réussi leur défi, c'est-à-dire proposer un système très facile d'accès, mais qui permet de représenter aussi l'univers et la façon d'appréhender le monde. C'est-à-dire que dans ce système-là, ça entretient l'héroïsme et la coopération aussi, parce que vous allez voir que les personnages ont des maîtrises, mais ils ont besoin d'autres personnages, etc. On ne peut pas vraiment agir tout seul sans danger. Alors, ça se joue à base de dés à 6 faces, tout simplement, qu'on peut trouver dans le commerce. Alors, les caractéristiques, il n'y a que 3 caractéristiques pour un personnage. Il y a le physique, le mental et le social. Quant au point de vie, au point de santé, au point de mental, à tout ce que vous voulez, ça s'appelle les points d'énergie. Alors, les points d'énergie, c'est à la fois la santé physique et psychologique du personnage, et ça va même lui servir, s'il acquiert des capacités chez chaman, par exemple, de pouvoir utiliser des capacités mystiques et des pouvoirs chamaniques. Alors, une fois on va déterminer son personnage à travers ces 3 caractéristiques, dont ça va de 1 à 5, voilà. Les points d'énergie, ça dépend directement de son physique et de son mental. Voilà. Pour faire un test, rien de plus simple, vous lancez 3d6, chaque test qui réussit au-dessus de la caractéristique sollicitée est une réussite. Donc selon ces 3d6, si vous avez par exemple un score de compétent, un score de 3 et que vous obtenez un 4, un 5 et un 6, vous avez 3 succès. Et c'est au meneur de jeu de déterminer en fonction de la difficulté de l'action, si vous réussissez ou non votre test. Par exemple, ici, pour difficile, se cacher d'un prédateur monstrueux, ou décrypter une langue inconnue, c'est difficile, il faut au moins 3 succès. Comme ça paraît très simple, même un peu abrupt. Mais il y a la notion d'avantage et de désavantage qui sont justement donnés par les maîtrises. Quand vous avez un avantage dans un test, vous lancez 4d6, vous prenez les 3 meilleurs scores. Et quand vous avez un désavantage, vous lancez 3d6 et vous prenez les 3 les plus mauvais en fait. Voilà. Voilà, donc voilà par exemple, exemple d'avantage, couvert lors d'un échange de tir, c'est un avantage sur le physique, voilà. Un désavantage, terrain glissant, sur le physique aussi. Voilà. Voilà. Facile, 1 succès, moyen 2 succès, difficile 3 succès, légendaire 4 succès. Voilà. Bon. Donc vous pouvez réussir 4 succès uniquement si vous avez une maîtrise, vous l'avez bien compris. Voilà, les critiques, c'est quand on fait un triple, c'est-à-dire voilà. Voilà. Alors si c'est réussi, si ce triple vous permet de réussir l'action, c'est une réussite critique. Si c'est un échec, par exemple, si vous avez capacité de 2 et que vous faites des 3, évidemment, là automatiquement, c'est un échec. Vous faites 3-3, c'est un échec critique. La création du personnage, alors on choisit, en sachant qu'il y a le meneur de jeu va conseiller peut-être qu'il n'y ait pas 3 robots dans l'équipe, par exemple. Vous pouvez choisir un humain, un meum, un métis ou un robot. Voilà. Et en fonction des types de personnages, vous allez avoir des bonus ou des malus. Voilà. Voilà. Par exemple, bon, un humain, il a dont plus 3 PE, voilà. Dont il est expert, il a plus un rang de maîtrise correspondant à leur occupation. Si vous promenez un même en don, il a vision nocturne, immunité aux maladies naturelles d'Aquablue et plongeur né. Il n'a pas besoin de scaphandre pour plonger, par exemple.
Ensuite, vous allez choisir une occupation. Et c'est ce qui va vous amener des maîtrises. Un humain pilote, il maîtrise le pilotage. Vous avez un petit équipement de départ pour chaque. Alors vous avez chez humain pilote, scientifique, mercenaire, journaliste, mécano, colon, enfant, oui. Même vous avez chasseur, pêcheur, artisan, chaman, guerrier, agriculteur, voilà. Vous avez le métis et le robot. Les maîtrises sont toutes définies ici, avec, en fonction du rang de maîtrise que vous avez, vous permet d'avoir des bonus. Par exemple, rang 1, vous gagnez un avantage au test d'athlétisme si vous avez une maîtrise en athlétisme, en sachant que au début, vous avez 8 points que vous répartissez dans les 3 caractéristiques. Voilà. Technique, là vous avez une longue liste de... Voilà, on passe aux équipements de départ. Vous pouvez choisir un défaut ou le tirer au sort. C'est fortement conseillé d'en avoir un, mais même si beaucoup de joueurs n'aiment pas trop avoir un défaut sur leur personnage, mais ça, c'est vrai que ça encourage le gameplay et ça va avoir un effet sur le jeu. Par exemple, si vous avez une dette, le gardien peut utiliser cette dette pour imposer une mission risquée, par exemple. Voilà. Comment on progresse? Voilà, en fonction de la réussite de l'objectif de la mission. Voilà. Alors, là, on rentre carrément dans le système de règles. Voilà. L'action, casser quelque chose, se déplacer sur terre, se déplacer sous l'eau. Alors, vous avez des tableaux qui permettent de faciliter le travail du meneur de jeu. En surface facile, etc. Bon, par exemple, si vous êtes un humain, c'est facile. Si vous êtes un meume ou un métis, c'est facile. Pour un robot, c'est impossible. Hein, voilà. Plus vous allez profond et plus c'est compliqué. Une explication de comment fonctionne la pression, la plongée, se déplacer, course-poursuite, voilà, le combat. Alors, c'est très simple. Hein. Comme on l'a vu, c'est un test. Hein. Vous faites un test de physique, voilà. Et il doit obtenir un succès. Voilà. De préparer son coup, se défendre. Voilà. Se déplacer. Les dégâts, c'est en fonction de ce que vous avez en main ou de ce que vous utilisez. C'est aussi résumé en quelques lignes. Un point de dégâts, coup de poing. Voilà. 5 à 10 points de dégâts, des temps montés sur des véhicules, etc. Voilà. Alors, venons-en en particularisme. Alors, les prodiges. Certaines personnes sont capables de réaliser des prodiges. Voilà. Les prodiges les plus puissants consomment 4 points d'énergie. Ils peuvent utiliser une fois par scénario. Alors, évidemment, tous ces prodiges sont effectués par des personnages qui sont chamans ou des personnages non-joueurs. En fonction de la symbolique, vous avez... Alors, les dés chamans, vous pouvez utiliser des dés tout à fait normaux. L'essentiel, c'est qu'ils vous prennent des dés de couleurs différentes. Voilà. Voilà. Comment réaliser un prodige? Voilà. Il faut d'abord l'expliquer comment ça fonctionne aux autres joueurs. En obtenir un succès sur un test de caractéristiques lié à l'élément. Voilà. Alors, je ne vous ai pas dit, mais l'élément, par exemple, ils sont ici. Les éléments, en fonction de la terre, l'air et l'eau, vous avez la description ici, voilà, c'est un petit tableau encore. La terre, c'est le physique, l'air, c'est le mental, et l'eau, c'est le social. Voilà, là, vous avez la liste des prodiges pour 1 point d'énergie, 2 points d'énergie, 3 points d'énergie, 4 points d'énergie. Voilà. La liste de l'équipement, le matériel, les armes. Voilà. Voilà, vous avez robot, canot motorisé, overcraft, il y a vraiment tout. Hein. Voilà. Alors, là, on a fini la partie règles. Alors, si vous n'êtes pas intéressé par le jeu de rôle, cette partie ici va fortement vous intéresser, puisqu'en fait, il s'agit ni plus ni moins que l'encyclopédie d'Aqua-Blue. Donc, si vous êtes un passionné d'Aqua-Blue ou que vous décidez d'en savoir plus à avoir lu une BD par exemple, vous avez ici tout le nécessaire pour en savoir plus sur Aqua Blue.
Donc voilà, vous avez la planète, les satellites naturels, les terres émergées. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment, c'est clair, c'est un ouvrage très aéré, avec beaucoup de dessins. C'est très très facile à lire. C'est vraiment du très beau travail. Alors, on parle ici des meumes, évidemment, les personnages principaux, les autochtones d'Aqua-Blue, qui sont... c'est pas vraiment une race qu'on peut dire complètement manichéenne. Il y a un peu de tout, hein. Vous pouvez être pas forcément un meume écolo, il y a un peu de tout. Il y a des meumes qui travaillent avec les humains, il y a vraiment... Et même au sein des clans, les clans sont tous différents. Il y a des clans qui sont plus proches des humains, d'autres qui les détestent, des clans plus guerriers, des clans plus pacifistes. Voilà, là vous avez l'histoire d'Aqua-Blue. Alors l'organisation tribale, voilà. Le rapport à la nature. Voilà, vous avez tout sur les meumes. Technologie, médecine, pharmacopée, habitat. Alors la guerre, parce que ce n'est pas un peuple si pacifiste que ça, hein. Ils se battent contre les humains, mais ils se sont longtemps affrontés entre eux pour la domination de telle île, la défense de tel territoire. Hein. Voilà. Là, vous avez des exemples de tribus avec les différentes. Alors, ils ont vraiment 3 types différents. Voilà, les meumes, les Owu, les To et les Riki. La colonisation. Alors, on est toujours entre le tome 12 et le tome 13. Donc, c'est à ce moment-là. Ils expliquent comment ça se passe à ce moment-là. Voilà. Voilà. La cohabitation qui n'est pas toujours évidente. La colonisation du point de vue des terriens, les lois d'immigration humaine, pardon, qui a été fondée par la fondation Aquablue, avec l'aide de la fédération, pour éviter justement les affrontements généraux et protéger également les ressources de la planète. Les colonies humaines, les lieux, les fils d'Adam et les néo-adamites. Alors, c'est les sectes, hein, évidemment. Les sectes aiment bien coloniser des mondes pour les convertir. Voilà, l'écosystème terrestre. Alors, il vous explique l'écosystème qu'il y a sur les terres émergées d'Aqua-Blue. Voilà. Et l'écosystème sous-marin. Alors là, vous avez des illustrations des créatures sous-marines que vous allez pouvoir rencontrer au fur et à mesure de vos aventures. Voilà. L'historique de la fondation. Alors là, c'est aussi intéressant puisque c'est à peu près, c'est indispensable d'en savoir plus si vous voulez jouer un colon, etc. Voilà. Les rouages internes de la fondation. Alors là, vous avez énormément de renseignements sur la fondation. Voilà. Tout ce qui a été fait, ce qui est là est le fruit de travail, de synthèse, de tout ce qui a été découvert à travers les bandes dessinées, les 16 tomes. Donc là, tout a été synthétisé, retranscrit, de manière à ce que les joueurs puissent avoir des accès très rapides à les informations qu'ils souhaitent. C'est vraiment du très beau boulot. Voilà. La Terre, alors on revient un petit peu sur la Terre, où on en est. On n'est pas très bien. Hein. Voilà. Le gouvernement et le colonialisme, de la politique un petit peu. Alors voilà, tout ça, c'est pas indispensable pour jouer, évidemment. Hein. On est toujours dans l'aspect encyclopédique du livre. Voilà. La technologie, les robots, Europolis, le centre du monde. Voilà. Alors, Europolis, c'est la grande ville terrienne. Voilà. Voilà, communication spatiale. Donc vous pouvez aussi vivre des aventures en dehors d'Aqua-Blue, mais aussi dans l'espace, dans les satellites. Le côté espèce opéra n'est pas ignoré. Les différents consortiums qui visent à conquérir Aqua-Blue à leur profit, voilà, qui le font de manière plus ou moins soft. Voilà. La nouvelle frontière. Alors là, on parle de frontière galactique, évidemment. Hein. Voilà. La technologie, ce qu'ils appellent le faster than light, plus rapide que la lumière, qui est maintenant dominée. Les pirates de l'espace. Voilà. Les secrets d'Urukuru. Alors Urukuru, c'est la grande Raymanta, c'est une créature
vénérés par les autochtones, les Meumes. Un peu leur dieu. Voilà. Voilà, tous les projets divers, toutes les intrigues, tous les complots, toutes les espérances de résistance, vous avez tout là-dedans. Voilà. Voilà. Les Atalans. Alors là, on ne va pas en dire plus parce que c'est un peu le mystère du jeu, quoi. Alors certains peut-être ont lu les BD donc ils ont connaissance des Atalans, mais si les joueurs sont des colons et qu'ils ne connaissent pas, le mieux c'est qu'ils ne lisent pas ce passage. Voilà. Alors là, et voilà, une première aventure, un rite d'introduction. Voilà. Voilà, je vais passer vite hein, parce que ça, par contre, il ne faut pas que vous le voyez trop. Je vais juste monter les images. Hein, voilà. Le roux. Voilà, scénario. Voilà, il y en a un autre, le réveil du volcan. Alors, vous avez quelques scénarios qui concluent ce livre, qui vous permettent. Voilà. Là, je passe très très vite. Hein. Voilà. Enfin, on va aller le plus vite possible juste pour vous donner un petit peu une idée. Voilà, les PNJ, pour vous donner une petite idée dans quoi ça consiste et de la richesse de ce livre, franchement. Voilà, voilà. Voilà, les annexes. Tout ça pour en arriver là. Alors les annexes, vous avez des exemples de rencontres avec les cas et les physiques, enfin une tonne de PNJ. Voilà, que vous pouvez rencontrer au cours des aventures, c'est essentiellement pour le meneur de jeu évidemment. La faune, un petit bestiaire, les personnages de la bande dessinée retranscrits en caractéristiques. Voilà, Nao, le personnage principal d'Aqua-Blue, le héros de la série. Voilà, tous les personnages que Nao a eu l'occasion de rencontrer dans ses aventures. Le même minuet. Vous voyez, ces lettres bleues évoquent quand même un petit peu certaines créatures d'un certain film de science-fiction. Et la fiche de personnage, très simple, très jolie, très classe. Voilà. Les remerciements, tiens, hop, je suis là. Et bien c'est tout, voilà. Voilà. Voilà en quoi consiste le livre de base Aquablue. Voilà, alors c'était la présentation du livre de base d'Aqua-Blue. Dans un prochain épisode, peut-être que nous présenterons des suppléments s'il en sort. En tout cas, nous avons été fortement séduits à l'arrivée, à la réception de ce livre. C'est vraiment du très très beau travail effectué par les studios d'Ecro. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits likes et partager avec vos amis. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors voilà, c'était la présentation du livre de base d'Aqua-Blue. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, des petits likes en l'air, de vous abonner, à partager avec vos amis la chaîne Guerre et Plomb. Donc, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Probablement une nouvelle critique de jeu de rôle. Je ne sais pas encore de quoi ça va parler, donc ce sera la surprise. À bientôt et merci encore à vous.